attend, je pense qu'on peut commencer notre webinaire à ce moment. Ainsi, pour qu'on puisse s'entendre bien, je proposerai que vous pouvez vous mettre dans le mode silencieux pour que les sons reviennent d'une seule émission. Donc, pour qu'il n'y aura pas beaucoup de bruit dans notre discussion. OK. Merci beaucoup d'attendre notre webinaire. Et nous allons beaucoup discuter sur un sujet important, sur un guide développé par l'une des Peace Builders qui est ici. Bon, avant qu'on commence, je voudrais en première position aller avec l'introduction. De mon côté, je m'appelle Nkuruziza Raphaël, je suis burundais et je suis basé au Burundi. Je suis le coordinateur régional de UNOI. UNOI, c'est le United Network of Young Peace Builders basé à Hague. Ok, exactement, c'est ça. Donc, je vais prendre un petit temps pour vous parler de ce que c'est UNOI ainsi que l'auteur principal qui a développé ce guide que nous allons discuter dessus. Bon, avant que j'y vais avec l'auteur qui a développé ce guide, nous sommes ici ensemble, c'est Romera. Laisse-moi prendre un petit instant pour vous dire de UNOI. UNOI, nous sommes un réseau international des organisations des jeunes. Donc, ce sont des organisations de jeunes encore dirigées par les jeunes. Donc, comme nous sommes un réseau des organisations des jeunes, donc son matériel a été jugé très important pour nous parce que souvent, dans nos organisations, nous sommes en train de faire des activités pour consolidation de la paix. Souvent, nous avons besoin de ce matériel. Donc, ce matériel a été très important pour nous en tant que UNOI. Donc, c'est pourquoi UNOI en soi a pris l'initiative d'organiser ce webinaire qui se passe en ligne. Donc, UNOI a pris cette décision pour renforcer les efforts des jeunes formateurs, des éducateurs, des jeunes et organisations des jeunes dirigées par les jeunes, ainsi que d'autres parties prenantes, pour qu'on puisse utiliser ce guide qui est très intéressant. Aussi, je vais passer par une brève présentation de notre auteur principal qui va nous parler de beaucoup de choses sur ce guide que nous allons un peu entrer en profondeur. C'est Romera qui est ici tout à l'heure. Je vais lui donner du temps pour nous dire beaucoup de plus sur ça. Elle est une pratiquante engagée dans la consolidation de la paix, véritablement inspirée par le rôle que jouent les jeunes dans la prévention de la violence et la promotion de la paix. Depuis 2019, elle a commencé son parcours en tant que défenseur de la jeunesse et la paix. Bon, elle faisait partie de l'équipe de défense des jeunes de l'UNOI qui plaidait pour l'adoption de la résolution 2250. Jusqu'à aujourd'hui, l'équipe est toujours là, mais elle n'est pas de l'équipe. Elle a été impliquée dans les initiatives liées à l'autonomisation des jeunes et dans la consolidation de la paix, allant de l'organisation dirigée par les jeunes et des institutions internationales. On peut parler comme l'ONU, l'Union européenne et le Conseil de l'Europe en Europe. En Amérique latine aussi, et dans les Caraïbes, en Afrique du Nord et en Asie. Donc, elle va beaucoup nous dire sur ça.
elle a animé et organisé des formations et des consultations sur les jeunes et la paix et sur la localisation de la résolution 2250 dans ces zones géographiques que j'ai citées là-haut. Donc, c'est elle la principale auteure du matériel que nous allons un peu parler, entrer en profondeur. Bon, de mon côté, j'aurais quelques questions à poser. Et je pense que nous aurons encore du temps pour vous qui êtes là. Peut-être on aura du temps pour poser plusieurs questions pour pouvoir être capable de mettre en œuvre l'utilisation de ce guide. Ok, je voudrais faire la bienvenue et adresser mes questions que j'ai. Salut Romera. Merci Raphaël. Oui, oui, je suis là et je t'entends parfaitement. Merci beaucoup pour l'introduction. Ok, merci beaucoup. Je ne sais pas si de la présentation que j'ai faite, si vous pouvez ajouter quelque chose ou bien si je peux y aller avec quelques questions que j'ai pour vous et par après je vais donner un temps à l'audience pour qu'ils puissent poser des questions qu'ils ont pour la mise en œuvre de cette résolution. Aussi, je peux encore vous dire que vous pouvez écrire vos questions ici dans les commentaires et puis on peut lire ça et répondre toujours à ces questions. Merci. Peut-être, Raphaël, juste aussi communiquer à Alain et Aurélie qui sont connectés que la session est en train de s'enregistrer. Comme ça va être disponible sur un lien de YouTube pour l'autre personne qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui. Donc, juste pour eux qui sachent que c'est en train d'être enregistré aussi. Ok, merci beaucoup pour ça. Merci à toi. Ok, bon, moi j'avais quelques questions à vous poser à propos de ce guide. Ma première question que j'avais, je voudrais vous poser, à qui s'adresse ce guide que vous avez préparé? Merci Raphaël pour la question. Je vais d'abord mettre aussi la caméra parce que je pense que ça va être mieux, un peu plus personnel si vous pouvez me voir. J'espère que ça fonctionne. Et peut-être avant de répondre à ta première question, vu qu'on est un petit groupe aujourd'hui, je pense qu'on pourrait aussi faire les présentations des personnes qui sont en ligne. Parce que je pense qu'en plus, Alain représente ADECOP en République démocratique du Congo, Aurélie représente Patrir en Roumanie, donc deux organisations qui sont déjà membres d'UNOI. Donc, je ne sais pas si Alain, Aurélie, si c'est possible pour vous d'ouvrir les micros et peut-être juste vous présenter brièvement, nous dire pourquoi est-ce que vous êtes intéressé. Comme ça, je peux aussi, par rapport aux questions que Raphaël va me faire, je peux aussi répondre un peu par rapport à vos intentions et les motivations pour lesquelles vous avez rejoint le séminaire aujourd'hui. Donc, je ne sais pas, Alain, Aurélie, ou si vous voulez écrire dans le... Oui, salut tout le monde, merci, merci pour la séance. Donc, en fait, moi, je travaille comme vous, j'espère que je peux te tutoyer. Oui, je vais dire ici que je travaille à Patrir en Roumanie. On a un projet avec des jeunes où on va établir des séminaires pour essayer de leur donner quelques compétences pour travailler contre la radicalisation, la discrimination, etc. Et donc, je pensais que cet outil pouvait éventuellement être quelque chose qu'on pouvait leur présenter à ce moment-là. Et c'est pour ça que j'aimerais bien entendre un petit peu plus sur comment il fonctionne et aussi peut-être les réactions que vous avez eues par rapport à l'outil et s'il était bien perçu par les jeunes. Ok, parfait. Je vais tenir ça en compte dans mes réponses aussi. Mais s'il y a un moment où tu veux faire une question plus concrète par rapport à ça, n'hésite pas à me la faire ou à l'écrire, comme ça on est sûr qu'on peut en discuter. Et merci. Merci beaucoup. Merci. Alain? Oui,
Moi, c'est Alain, Tudor Okassalin. Je suis congolais de la RDC. Je suis basé à Goma, précisément, à l'Est. Je représente ADECO, Action de jeunes pour le développement communautaire et la paix. Et ma motivation, c'est que on est chaque fois en permanent contact avec les jeunes. Et on a aussi à utiliser le manuel pendant un moment. Et je suis important de participer quand je serai en contact avec les autres jeunes ou bien quand il s'agirait de implémenter la question de la paix dans notre région. Voilà. Ok, parfait. Merci Alain. Et merci en fait aussi Alain et Aurélie, vous représentez tous les deux des organisations, comme je disais, qui sont membres d'UNOI, mais aussi qui ont en fait testé ce guide. Donc, merci à vos deux organisations aussi parce que vous avez fait partie de l'amélioration du guide. Donc, voilà, juste aussi dire ça. Mais bon, en revenant à la question de Raphaël, excuse-moi Raphaël si je fais cette petite parenthèse pour Non, c'est très bon quand même. Mais donc, ta question était à qui s'adresse ce guide? Et donc, je pense que par rapport à ce que Raphaël expliquait, donc il y a une chose très importante avant que je réponde à cette question, c'est de comprendre que vraiment ce guide vient d'une demande des organisations membres de UNOI et qui ont vraiment demandé, surtout dans des régions comme par exemple l'Afrique ou l'Asie ou même l'Amérique latine, où c'est difficile de participer à des formations parce qu'il n'y a pas les ressources, il n'y a pas les possibilités. Il y a des difficultés de déplacement ou de visa, etc. Et donc, les organisations membres de UNOI ont vraiment demandé, voilà, on aurait besoin d'un matériel accessible auquel on peut facilement recourir si on a besoin d'organiser des formations, si on a besoin d'organiser des séminaires, qu'on veut des nouvelles idées de comment présenter des sessions sur le sujet de la consolidation de la paix, de la prévention de la violence, etc. Donc dans ce contexte-là, c'est vraiment dans ce contexte qu'on a développé le guide. Et donc le guide a vraiment, pourquoi j'explique ça, c'est parce que à qui s'adresse ce guide, ça a vraiment été aux organisations membres d'UNOI dans une première partie, et surtout à ces jeunes ou à ces formateurs qui n'ont pas la possibilité d'en fait se former comme formateurs ou comme éducateurs pour la paix, mais qui ont accès aux communautés, qui ont accès aux jeunes et qui ont vraiment la possibilité d'avoir un impact sur ces communautés et sur ces jeunes, mais qui n'ont peut-être pas les outils de savoir comment est-ce que je peux présenter d'une manière plus innovatrice ou comment est-ce que je peux avoir une méthodologie différente pour approcher certains sujets qui ne soient pas super académiques, qui ne soient pas très formels et qui soient au final un peu embêtants pour les jeunes et qui n'apportent pas de changement en réalité. Donc le guide a été vraiment pensé euh, disons pour un niveau, on va dire, de quelqu'un qui commence dans la formation, qui veut se former en tant que formateur, et donc dans un niveau plutôt, disons, débutant intermédiaire, mais aussi, je le disais l'autre jour dans le séminaire en ligne qu'on a fait en espagnol aussi, en fait, moi par exemple, qui ai travaillé beaucoup en tant que formatrice, c'est un guide où je me retrouve aussi, où c'est très important pour des formateurs qui de longue date ou qui ont plus d'expérience, parce qu'on reprend plein de choses très très importantes, plein d'éléments très importants qu'on devrait tenir en compte quand on organise une formation, et que parfois en tant que formateur expérimenté, on passe un peu ou on met un peu de côté parce qu'on pense que voilà, on sait comment faire. Ah non, ça, je sais déjà parce que j'ai l'habitude de le faire. Et au final, on perd certains éléments qui sont très importants. Donc, c'est aussi un guide qui, euh, qui peut très bien servir pour des formateurs et formatrices qui sont plus expérimentés, mais qui se disent, ah tiens, j'aimerais un peu avoir de nouvelles idées sur certaines activités, ou bien j'aimerais savoir quelles autres possibilités que j'ai de présenter ces sujets, ou bien tiens, ça, je remarque que c'est quelque chose que j'arrive pas bien à gérer en général, donc j'aimerais bien revoir. Et dans ce sens-là, c'est un guide qui est formé de 4 parties et que chacun peut aller voir la partie qui l'intéresse le plus. Peut-être que je suis quelqu'un qui connaît très bien les concepts, mais j'ai un peu plus de difficultés sur les méthodologies, donc je peux aller directement dans la partie méthodologique.
ou bien je suis quelqu'un qui a du mal à gérer certaines dynamiques de groupe et donc je peux aller directement dans la partie 3 où on explique que faire si par exemple tu as un groupe qui est qui est très peu actif ou qui répond pas aux questions, ou bien s'il y a un conflit qui surgit par rapport euh, dans les membres du groupe, comment est-ce que je réagis, comment est-ce que je gère cette situation-là. Donc, ce qui est vraiment aussi très important, c'est que c'est un guide où même si on est débutant ou plus expérimenté ou intermédiaire, on peut aller chercher les parties qui nous intéressent et dont on a le plus besoin. Donc, peut-être que j'ai fait une réponse un peu longue à ta question, Raphaël, mais j'espère que ça a aidé aussi pour Merci. mettre le contexte. Oui. Merci beaucoup pour l'éclaircissement que vous venez de donner. C'est très important. Aussi, une autre question que je vais adresser à vous. Je voudrais savoir qu'est-ce qui est dans ce guide que vous avez préparé. Je comprends que c'est pour les formateurs, mais pouvez-vous nous dire un peu de mots sur ce qui se trouve dans ce guide? Ok. Donc, comme je disais, en fait, c'est un guide qui est fait en 4 parties. Il y a la première partie, en fait, on parle plus des concepts et des concepts autour de la transformation de conflits, la consolidation de la paix et aussi la transformation de récits d'une manière pacifique. Et donc là, on touche plutôt aux concepts clés aux alentours de ces thématiques. En particulier, on commence surtout par expliquer quelle est la différence entre conflit et violence, quelles sont les différentes formes de violence, qu'est-ce qu'on comprend par la paix, paix positive, paix négative. On explique aussi, par exemple, tout ce qui est la gestion de conflits, comment est-ce qu'on peut gérer les conflits et comment surtout les jeunes à qui on est en train de former, comment est-ce qu'ils peuvent comprendre comment gérer ces conflits, comment est-ce qu'un conflit peut escaler très vite en violence. Et après, on va plutôt dans la côté de la transformation des récits, le discours de la haine, comment est-ce qu'on peut transformer tout ça, quelle est l'importance de notre propre identité, comment est-ce qu'on gère les stéréotypes, la discrimination. Donc on va dans tous ces concepts-là qui forment un peu tout cet éventail de consolidation de la paix, transformation de conflits, mais d'une façon que je dirais assez intéressante et que moi personnellement, quand j'ai commencé à développer le guide et j'ai révisé beaucoup de manuels, beaucoup de guides, ce qui me paraissait intéressant, c'est pas de donner une définition très académique, qu'est-ce que le conflit, ses théories, etc. Parce qu'après, c'est quelque chose qu'on peut trouver en ligne, on peut se former dans différentes institutions, au niveau même universitaire, mais plutôt de dire, voilà, en tant que Unoy, généralement comment est-ce qu'on présente ces concepts-là et le plus important, quelles sont les activités qu'on peut faire et qu'on peut présenter à notre groupe pour qu'ils puissent directement comprendre ces concepts-là. Donc, dans ce sens-là, la partie 1, si c'est vrai qu'elle se focalise sur les concepts, on va directement dans un niveau très pratique de dire, voilà, si ça, c'est la différence entre conflit et violence, ça, c'est l'exercice que vous pouvez faire avec votre groupe pour transmettre ce message-là. Donc, directement dans la partie 1, déjà, si on explique les concepts, il y a déjà des activités auxquelles on peut directement avoir accès et qui peuvent nous donner des idées de comment présenter tous ces concepts-là avec le groupe avec lequel on a la formation. La deuxième partie, on va plutôt au niveau de méthodologie. Donc, avec une œil, on a presque toujours travaillé la méthodologie non formelle. Donc, c'est-à-dire qu'on travaille pas dans un cadre académique formel, comme on peut trouver par exemple dans des institutions telles que l'école, le collège, les formations techniques, etc. C'est une éducation non formelle qui a certaines caractéristiques et certains principes très importants. Notamment, par exemple, qu'on travaille normalement au niveau de l'expérience. Donc, on propose certaines expériences, certains jeux, certaines activités à notre groupe et de là, on fait une réflexion en groupe où on tire certaines conclusions, certains apprentissages par rapport au concept qu'on voulait présenter. Donc, par exemple, pour être très concrète, on va pas commencer à dire conflit, ça veut dire ça, et violence, ça veut dire ça, mais on va faire un jeu, par exemple, avec nos participants,
qui vont permettre la réflexion autour de comment est-ce que je réagis dans certains contextes, pourquoi est-ce que j'ai tendance à recourir à la violence, qu'est-ce que ça me dit de la société dans laquelle je vis, pourquoi est-ce que qu'on est dans des sociétés où on pense que la réaction violente, c'est la manière de gérer les conflits. Donc, ça, c'est par exemple toutes ces méthodologies-là. Dans la partie 2 du guide, on explique vraiment au niveau méthodologique et puis on va très concrètement au niveau très pratique de comment organiser une formation. Quels sont les éléments clés que je dois prendre en compte, comment est-ce que je fais l'appel aux participants, comment est-ce que je vais organiser mes objectifs, comment est-ce que je peux faire l'évaluation d'une formation, comment je sélectionne mes participants, comment je sélectionne le lieu de formation, quelles sont les implications que cela peut avoir. Si je parle pas la langue de la communauté, par exemple, à laquelle je suis en train de former et j'ai besoin d'un traducteur, comment est-ce que je gère ce type de contexte. On parle aussi des différents formats. Donc, il y a des formations qui se font en ligne, il y a des formations qui se font sur place avec des participants qui restent dormir ou pas. Comment est-ce que je peux gérer tous les aspects logistiques, comment est-ce que je travaille avec mon équipe, si j'ai besoin d'un coordinateur, si j'ai besoin de quelqu'un qui s'occupe des matériels, etc. Donc la partie 2, c'est vraiment une partie très pratique sur le comment est-ce que j'implante et j'exécute ma formation sur les plans très concrets. Et puis il y a cet aspect méthodologique très important aussi. Et puis on passe à la partie 3 du guide, où là on parle plutôt des valeurs et des principes importants quand on fait des formations sur les sujets de consolidation de la paix et de prévention de la violence. Donc si je suis une formatrice qui travaille les sujets de paix et de prévention, transformation des conflits, il y a certaines caractéristiques en moi qui sont importantes et que je transmette à mes participants, comme ça peut être la communication non violente, le fait d'être présente avec le groupe, de pouvoir donner un certain suivi, de pouvoir par exemple promouvoir l'égalité entre hommes et femmes, de pouvoir aussi promouvoir par exemple tout le sujet de respect à l'environnement. Est-ce que, par exemple, je tiens en compte qu'il y ait la possibilité pour des jeunes, par exemple, qu'il y ait moins d'opportunités d'avoir accès à ce genre de formation. Donc là, on explique un peu quels sont les principes importants pour les formateurs dans ces sujets-là qu'on devrait avoir en compte, non, et qu'on devrait vraiment promouvoir par notre approche. Et puis, dans cette partie 3, on explique aussi des situations qui, je pense, nous arrivent à tous en tant que formateurs ou vont nous arriver un jour si on travaille dans ce domaine-là, qui sont toutes les dynamiques de groupe. Qu'est-ce que je fais, comme je disais tout à l'heure, si j'ai un groupe très silencieux? Quand je suis devant mon groupe, je pose des questions et personne ne répond. Comment est-ce que je gère ces moments-là? Qu'est-ce que je fais, comme je disais aussi tout à l'heure, si j'ai un conflit qui survient entre deux participants? Comment est-ce que je gère ce type de situation? Qu'est-ce que je fais si j'ai des participants qui systématiquement arrivent en retard à toutes les sessions de la formation et qui mettent en péril un peu le bon déroulement de la formation? Qu'est-ce que je fais si, par exemple, je souris parce que il y a des exemples qui me reviennent en tête. Mais qu'est-ce que je fais si, par exemple, j'ai un ou une participante qui tout le temps pose plein de questions et qui interrompt un peu le flux et la dynamique de ma session, non? Donc là, basé sur des expériences qu'on a eues directement, on dit un peu nos propres conseils, on partage un peu notre expérience de comment réagir à toutes ces situations. Et puis la dernière partie, la partie 4, c'est des exemples super concrets où on donne des exemples de programmes de formation et des séances. Donc, si par exemple, je veux organiser une formation dans ces sujets-là, on donne des exemples très concrets d'un programme avec les heures, avec les différentes séances de formation. Et puis, chaque séance, on l'a développée, on l'a détaillée avec tout ce qu'on fait durant cette séance. Donc, normalement, on a des séances
de 1h30. Et donc, on explique toute la séance depuis la minute 1 à la dernière minute de la séance, qu'est-ce qu'on fait. Ça, évidemment, ce sont des séances qui doivent être adaptées selon le contexte, selon les participants que vous avez, selon leur niveau. Peut-être que c'est un niveau plus avancé ou c'est la première fois qu'ils entendent parler de ces sujets-là. Donc, c'est toutes des séances à adapter, mais si elles fonctionnent pour vous, c'est des exemples qui sont directement disponibles dans la partie 4. Et donc ça, en très résumé, je vais dire, c'est les contenus du guide en 4 parties, comme j'expliquais. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis excitée par vous poser encore des questions par rapport aux explications que vous venez de faire. Je voudrais savoir le processus qui est derrière la création de ce guide. Ah oui, c'est ça une autre question que j'avais. Ah oui. Merci Raphaël. Donc, j'ai expliqué un peu au début disons le besoin d'où sort ce guide. Non, vraiment, je vais pas me répéter, mais vraiment expliquer que ça a été une demande de par les organisations membres du NOI qui ont dit on a besoin d'avoir ce matériel accessible, surtout quand on n'a pas accès à nous former nous-mêmes. Donc au moins un guide qui soit suffisamment compréhensible et qui nous donne tous ces éléments pour pouvoir nous former et pouvoir organiser des formations dans nos communautés. Et donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles ce guide est en fait pour le moment disponible simplement en ligne. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour vous montrer, je ne sais pas, Alain ou Aurélie, si vous savez, mais je vous montre je vous montre donc le site de Unoi. Donc pour l'instant, c'est en anglais. Aussi vous dire, très important, c'est que le guide a déjà été traduit au français. Et donc il va être prochainement, on va faire tout le design graphique. Et donc quand il va être, je pense que vers la fin du mois de septembre, il va être disponible en ligne en français. Mais pour l'instant, il est disponible en anglais. Donc si vous allez sur le site de Unoi, si vous allez dans la partie de Resources, vous allez trouver ici, tout au début, The Youth for Peace Training Toolkit. Vous pouvez cliquer ici et directement, vous avez accès au guide. Et donc, comme j'expliquais, il y a les 4 parties du guide. Donc, vous pouvez aller directement dans la partie qui vous intéresse. Ou bien, vous avez aussi la possibilité ici d'avoir la version complète, disons, de tout le manuel. Et donc ici, vous avez tout le manuel que vous pouvez télécharger. Ou sinon, comme j'expliquais, vous pouvez aller directement aux parties qui vous intéressent le plus. Et donc, comme j'expliquais, pour le moment, c'est seulement en anglais, mais vers la fin du mois, ça va être déjà disponible non seulement en français, mais aussi en espagnol et en arabe. Ça a été traduit dans ces 3 langues supplémentaires. Et donc, pour revenir un petit peu à la question, et je vais aussi remettre le fond du PowerPoint, voilà. Donc, ça a été donc ce guide provient directement de ce besoin qui a été exprimé par les organisations membres du NOI. Et comment est-ce qu'on a travaillé à partir de là? Ça a été un processus intéressant parce qu'on a vraiment voulu que ce guide ne soit pas seulement l'expérience personnelle que moi, par exemple, en tant que formatrice, j'ai pu avoir, mais vraiment essayer de récupérer toutes ces expériences du réseau du UNOI, mais aussi d'experts externes. Donc, on a commencé par avoir un questionnaire en ligne où on a eu, je pense qu'un peu moins de 80 personnes qui ont répondu au questionnaire et qui ont donné leur avis, premièrement, sur comment ils voulaient que soit le guide. Donc, ils nous ont donné des conseils pratiques sur comment ils seraient intéressés de voir ce guide. Et puis, ils nous ont aussi donné ou partagé leur expérience, les guides qui jusqu'à présent leur ont servi, quels sont le type de méthodologie qu'ils utilisent, quelles sont des activités qui pour eux réussissent très bien dans les formations qui facilitent. Et donc, on a revisité toutes ces réponses et on a incorporé tout ça dans le guide aussi. Au même temps qu'on faisait le développement et que j'écrivais ce guide,
comme je disais tout à l'heure, on a eu des organisations membres, mais aussi des personnes individuelles en tant que formateurs et formatrices qui ont testé le guide. Et donc, tant Patrir qu'ADECOP, par exemple, ont été des organisations qui ont testé certaines activités du guide, qui ont eu accès à la version brouillon, on va dire, du guide, et qui ont pu directement tester les activités et avec qui j'ai fait un suivi pour comprendre comment est-ce que ça a fonctionné pour eux, qu'est-ce qui devrait s'améliorer. Peut-être que dans un contexte, disons, à Goma, en République démocratique du Congo, faire cette activité-là, c'est pas ce qui fonctionne le mieux. Mais par contre, si on l'a fait en Roumanie, c'est très différent. Donc, on a essayé aussi que ce soit un guide qui soit très sensible aux réalités qui sont très différentes d'un pays à l'autre, d'une communauté à l'autre, d'une langue à l'autre, etc. Donc, on a vraiment incorporé toutes ces recommandations que les personnes qui ont testé le guide nous ont partagées et avec qui je me suis communiquée personnellement. D'un autre côté aussi dire que ce guide est évidemment encore ouvert à tous les commentaires. Donc, par exemple, Aurélie, tout à l'heure, quand tu nous disais que vous allez organiser avec Patrir certains séminaires, donc si tu vois qu'il y a des améliorations qui peuvent être faites ou il y a une activité qui n'est pas présente dans le guide mais qui a très bien fonctionné dans le contexte de prévention de l'extrémisme violent, etc. Donc, c'est toujours possible de l'incorporer et c'est aussi un des motifs pourquoi on veut laisser le guide jusqu'à présent en ligne. Comme ça, c'est beaucoup plus facile d'incorporer toutes ces suggestions et toutes ces recommandations. Donc ça a été un peu, en gros, le processus. Et à part de ça, évidemment, il y a eu une révision assez étendue et assez large de beaucoup de guides, beaucoup de livres, de manuels qui sont déjà disponibles en ligne. Et on a essayé d'extraire le meilleur de chacun. Et puis dans chaque partie aussi, pour les personnes qui veulent aller un peu plus loin sur certains sujets, on a toujours mis des références de guides ou de sites web externes où vous pouvez aller et rechercher un peu plus sur ces sujets-là au cas où vous avez envie d'aller un peu plus loin dans l'apprentissage sur certains sujets. Donc, je dirais que ça a été le processus derrière l'élaboration de ce guide. Ok, merci beaucoup. Donc, jetant un coup d'œil sur ce guide, on constate que c'est un document très volumineux. Je voudrais encore vous poser une question de savoir quels sont les thèmes principaux que vous avez mis dans ce guide. C'est ça, une question que j'avais encore. Merci. Donc, les sujets principaux, ça a été les sujets de transformation de conflit. Et donc, comme j'expliquais tout à l'heure, on va un peu à comprendre qu'est-ce que le conflit, la différence avec la violence, comment gérer un conflit, comment est-ce qu'un conflit peut escalader jusqu'au niveau de la violence. On parle aussi de la consolidation de la paix, qu'est-ce que la paix, qu'est-ce que la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, on parle aussi un peu de cette fameuse résolution qu'on a maintenant sur la jeunesse, paix et sécurité. On explique aussi comment présenter ces concepts à nos groupes. On parle aussi de cette transformation pacifique des récits. Qu'est-ce que le discours de la haine? Comment est-ce qu'on peut le transformer? Quel est le rôle de nos identités là-dessus? Quel est le rôle aussi des stéréotypes? Comment gérer la discrimination? Comment aussi rendre nos groupes et les jeunes avec qui on travaille beaucoup plus conscients des récits, des histoires qui propagent dans leur propre communauté, qui peuvent avoir un impact très grand au niveau de transmettre des stéréotypes sur des groupes qui sont différents à nous, qui ont une autre religion, qui ont une autre ethnicité, etc. Donc aussi avoir une réflexion sur quel est mon rôle en tant que jeune quand je dis quelque chose, quel est l'impact et comment je reproduis des niveaux de violence aussi. Donc vraiment aller un peu plus loin dans l'analyse des récits, dans l'analyse des histoires qu'on partage et qui sont présents dans notre quotidien. Et donc là aussi, on parle du journalisme de la paix, donc quel est le rôle des médias dans tout ça. On parle aussi de la communication non violente. Donc on fait un peu un parcours assez intéressant sur tous
je vais pas dire surtout, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de sujets aux alentours, mais on révise quand même pas mal de concepts et de sujets aux alentours du récit, de la transformation de conflit et de la consolidation de la mémoire en particulier, qui ont été en fait les sujets d'intérêt des organisations membres. Donc de nouveau, c'est pas quelque chose imposé, mais ça a été vraiment les organisations qui travaillent sur le terrain qui nous ont dit voilà, ce sont les sujets qui nous intéressent le plus dans ce moment-ci. Ah oui, exactement. Donc, je comprends que c'est très important pour nous parce que nous sommes déjà des membres qui travaillent sur le terrain. Aussi, je voudrais savoir s'il y a quelque chose qui est distinct ou innovant dans ce guide que vous avez produit. Je pense que c'est les aspects qui sont différents du guide, j'espère. C'est que, en tout cas, par rapport au guide que j'ai révisé, je pense que c'est un des, je sais pas si le seul, parce que ça serait peut-être un peu trop, mais un des peu qui existent maintenant de guides qui vraiment fait un parcours qui va non seulement des concepts et de comment appliquer ces concepts, de comment transmettre les messages à notre groupe, mais aussi au niveau de la méthodologie, de la préparation d'une formation, comment est-ce qu'on se prépare, comme je disais tout à l'heure, comment est-ce qu'on gère certaines dynamiques dans notre groupe, comment est-ce qu'on prépare nos objectifs, comment est-ce qu'on prépare nos séances. Donc c'est assez exhaustif dans le sens où on va vraiment dans des éléments très très importants d'une formation, du point de vue du contenu jusqu'au point de vue de la logistique, de la préparation, de l'exécution. Et donc je pense qu'à ce niveau-là, c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup de guides, en tout cas sur les sujets de jeunesse et paix, qui regroupe tous ces aspects-là d'une formation. Ça, c'est un aspect, je pense, assez important à souligner. D'un autre côté, je pense que c'est un guide qui est très accessible. Ça a été un des commentaires qu'on a eu le plus souvent quand on l'a mis en ligne et quand les jeunes ont eu accès à ce guide, qui nous ont dit c'est très facile de comprendre, ça nous semble accessible, on comprend comment le faire, et qui a un niveau de langage, je dirais, compréhensible, non? Parce que parfois, on voit des guides qui sont très académiques, qui sont très formels, et ça a une validité évidemment très importante, mais parfois, on perd un peu la connexion avec la personne qui le lit, et surtout quand on pense que ce sont des jeunes qui sont des jeunes très divers, non? On peut penser à des jeunes qui ont des niveaux universitaires, à des jeunes qui n'ont pas de niveau universitaire, mais qui ont une compréhension de leur contexte et de leur communauté très importante et qui ont une possibilité d'impact très grande. Donc, on devait trouver aussi le juste milieu dans le langage qu'on utilisait. Et je pense que j'espère qu'on a réussi à trouver un langage qui est accessible. Et je sais pas, Aurélie, si tu as pu le lire. Je sais que Alain a revu le brouillon et je pense que tu as revu aussi la version finale. Mais peut-être Alain, si tu veux un peu partager aussi ton expérience, je pense que ça serait intéressant de voir comment est-ce que tu as perçu ce guide et comment ça t'a semblé. Si est-ce que tu penses effectivement que ça a été accessible, c'est facile à comprendre. Je sais pas, Alain, si tu veux nous partager un peu à ce niveau-là aussi, parce que je pense que c'est intéressant aussi de voir quelqu'un qui l'a travaillé. Oui, je peux essayer de partager, bien sûr. Alors, mon analyse par rapport au manuel, c'est que à mon niveau, oui, moi, je trouvais que c'était accessible et il y avait beaucoup de notions, oui, beaucoup de notions qu'on avait déjà appris, beaucoup de notions qu'on se disait déjà connaître. Mais quand j'ai lisé les guides, j'ai vu qu'il y avait des notions sur lesquelles soit moi, je pouvais soit ignorer, soit je pouvais soit laisser passer. Mais en vrai, quand tu relis les guides, tu te rends compte que c'était important. Et bien sûr, sur le terrain, quand je l'ai essayé avec mes amis, avec le membre du groupe et tout, on s'est rendu compte que oui, la plupart des gens, ils avaient aussi ces petits problèmes par rapport à certains éléments. Il y a des éléments que ils arrivaient à oublier. Mais je me suis rendu aussi compte que les notions le plus sur lesquelles les gens s'est focalisé le plus, c'était
résolution des conflits. Voilà, surtout résolution des conflits. Parce que dans notre milieu, c'est le cas qui est fréquent, il y a beaucoup de conflits et les gens, bon, donc c'est un peu ça le mouvement qu'il y a ici. Alors, par rapport à mon analyse au guide, ce sont les quelques éléments que je peux partager pour l'instant. Merci Alain de partager. Je sais pas Aurélie aussi parce que comme je disais au début, le guide pour l'instant est seulement en ligne en anglais. Mais je sais pas si tu as eu l'occasion de voir si tu as une opinion ou tu n'as pas encore eu l'occasion ou tu attends la version française. Mais si jamais tu as eu l'occasion, ça serait intéressant de savoir aussi ton opinion. Ouais, bah, de toute manière, je l'utiliserai quand même en anglais puisque je travaille en anglais. En Roumanie, j'ai pas trop le choix. Je ne peux pas utiliser le français. Mais sinon, non, je l'ai pas encore utilisé. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment joindre le séminaire. C'est pour un petit peu voir comment ça pourrait m'être utile, non seulement pour moi, mais aussi pour les participants, puisque l'idée, donc, c'est de donner aux participants ces compétences pour que eux, après, on va travailler avec des jeunes influenceurs pour que eux puissent après disséminer ça dans leur communauté. Donc, voilà, quand je l'aurai utilisé, non seulement pour moi, pour pouvoir éventuellement gérer la session, mais aussi pour eux, ben, je pourrais revenir avec un double feedback. Ok, parfait. Non, et vraiment, n'hésite pas à nous écrire. Après, je vais aussi partager mon email comme ça. Quand tu peux aussi m'écrire parce que comme je disais au début, on est encore en train de recevoir des suggestions, des commentaires. Donc, à tout moment, on veut qu'on puisse vraiment améliorer encore le guide. Donc, n'hésite pas. Ok, super. Super. Merci. Et j'espère qu'avec ça, j'ai plus ou moins répondu à la question de Raphaël. Ah oui, exactement. Tu as bien répondu à la question. Aussi, nous avons beaucoup parlé de ce guide. Si, comme Oléry et Alain viennent de contribuer, souvent on trouve des problèmes lors de l'utilisation de ce guide, souvent dépendant de l'utilisateur. Alors, je voudrais un peu vous poser une question comme quelqu'un qui a conçu ce guide, qui a beaucoup contribué pour la conception de ce guide. Y a-t-il des conseils que tu peux donner aux utilisateurs de ce guide, ceux qui utilisent ce guide pour qu'ils puissent le mettre en œuvre avec une bonne manière? Ah oui. Ok, je vais peut-être répondre à cette question sur base. Donc, comme j'expliquais, ce même séminaire qu'on est en train de faire maintenant en français, on l'a fait, c'est le dernier qu'on fait pour l'instant, mais on l'a déjà fait en espagnol, on l'a fait en anglais, on l'a fait en arabe. Et donc, j'ai eu pas mal de questions de personnes qui nous ont rejoints en ligne et qui me demandaient, par exemple, et quelle activité je peux faire, ou bien est-ce que cette activité me fonctionne pour une formation sur le dialogue interreligieux, par exemple. Et donc, je pense qu'un des apprentissages les plus importants pour moi en tant que formatrice, et surtout quand j'ai écrit ce guide et par rapport aux questions que j'ai eues, c'est ce que je me rends compte, c'est que la méthodologie non formelle, si je pense que c'est une méthodologie très intéressante, parce que comme je disais tout à l'heure, pas toujours, mais on tend à partir de l'expérience. Et ça a un impact très grand parce que pour les jeunes à qui on forme, ils comprennent et ils intègrent les concepts et il peut y avoir un changement de comportement parce qu'ils ont vu par rapport à l'expérience. Donc, c'est pas quelque chose que moi je te raconte ou que moi je te dis il faudrait faire ça comme ça. Mais ils comprennent parce qu'ils ont vécu une expérience et ils se sont rendus compte voilà, moi je réagis de telle façon, en fait, peut-être que je devrais réagir d'une autre façon. Et donc, il y a vraiment cette réflexion interne très importante. Ça, c'est le côté très positif de la méthodologie non formelle et qu'on présente dans le guide. L'autre côté qui me préoccupe parfois, c'est que j'ai vu dans beaucoup de cas des formateurs qui font les jeux, qui font les expériences, qui font les activités, mais juste pour le fun, non? D'une certaine façon, c'est rigolo, on fait le jeu, on fait l'activité, les participants ont un bon moment parce que voilà, c'est quelque chose de vivant, de participatif, ils sont très engagés dans l'activité.
Mais après, il n'y a pas la réflexion de l'apprentissage qu'on voulait faire derrière l'activité. Et donc, beaucoup de fois, dans les questions que je disais tout à l'heure, on me demande ah, donc cette activité, est-ce que je peux l'utiliser pour cet objectif-là? La question à se poser, c'est pas est-ce que je fais cette activité pour cet objectif-là, mais quel est l'objectif de ma séance et qu'est-ce que je veux que mes participants apprennent à la fin de ma séance, et sur base de mon objectif et du résultat que je vais avoir, je vais décider ma méthodologie et l'activité que je fais. Si on fait au contraire, ce qui se passe et ce que j'ai vu beaucoup de fois, c'est qu'on a des formateurs qui choisissent une activité parce que ils la connaissent bien, parce qu'ils savent qu'elle fonctionne, parce qu'ils savent que ça va faire rigoler les participants, que les participants vont être actifs, qu'ils vont bien s'amuser, mais il n'y a pas d'apprentissage. Donc en fait, ça sert à rien. On a une séance où les participants se sont peut-être amusés, peut-être qu'ils ont eu un bon moment, mais ça a rien changé à leur réflexion de, par exemple, quelle est la différence entre conflit ou violence, ou comment est-ce que je peux faire la gestion d'un conflit, comme nous disait Alain tout à l'heure. Donc je pense que une façon d'utiliser ce guide qui est très importante, c'est que on comprenne très bien quel est l'objectif de notre formation, quels sont les besoins, quels sont les profils de nos participants, et en base à tout ça, je choisis les méthodologies, je choisis les activités, et dans le guide, on a vraiment beaucoup d'activités qui sont suggérées, il y a beaucoup d'idées de jeux, de façons de présenter certains sujets, mais c'est pas une question de « Ah, je lis le guide, j'aime bien cette activité, je vais l'utiliser pour ça ». Si ça fonctionne, c'est parfait, mais je pense qu'on doit être très clair sur nos objectifs. Et donc, je pourrais peut-être aller, et Aurélie, je pense que ce que tu nous présentais tout à l'heure peut nous servir d'exemple. Quand on me demande, par exemple, dans certains séminaires, comme je disais tout à l'heure, ah, et donc, quelle activité je peux choisir ou je pourrais faire pour promouvoir le dialogue interreligieux. En fait, dans le guide, presque toutes les activités pourraient être utilisées. La question est, quel est exactement l'objectif? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux que tes participants comprennent qu'il y a différentes religions et comment les respecter? Est-ce que tu veux que les participants se rendent compte du rôle des médias dans la formation de stéréotypes envers d'autres religions ou d'autres ethnicités? Est-ce que tu veux que les participants réfléchissent sur le rôle de leur identité par rapport à la religion? Donc, quand, en tant que formateur, on peut se poser toutes ces questions et qu'on est clair sur nos objectifs, qu'on est clair sur les résultats qu'on voudrait avoir, alors on choisit la méthodologie. Et évidemment, là, moi, je suis toujours hyper ouverte et disponible pour vous donner des idées. Mais je pense que c'est notre responsabilité en tant que formateur, que formatrice, de vraiment nous poser ces questions et de faire une analyse avant de commencer les formations. Parce que comme je disais, le risque, c'est qu'on aille et on organise des formations qui sont amusantes, qui sont participatives, mais qui au final n'apportent presque rien. Parce qu'il n'y a pas une réflexion profonde, parce que le formateur n'a pas vraiment compris qu'est-ce qu'il veut aboutir au final de sa session. Et donc ça, je pense que c'est peut-être le conseil que je dirais, comment utiliser ce guide, c'est une fois qu'on est clair de comment, quels sont les résultats qu'on voudrait atteindre, quel est notre objectif, quels sont nos objectifs spécifiques. Alors on peut aller voir et on peut vraiment être clair sur quelles activités on peut choisir. Et la partie 2, je pense que là, elle est vraiment très importante parce qu'elle nous explique comment faire une analyse des besoins, comment est-ce qu'on peut comprendre le profil de nos participants, comment les sélectionner, etc. Et ça va être vraiment la base pour après choisir le programme, après choisir la séance, la méthodologie, etc. Mais si on commence par l'inverse, on a le risque d'avoir des formations qui oui, sont intéressantes et sont participatives, mais il n'y a pas vraiment de changement au final. Donc, je pense que ça serait mon conseil de comment utiliser le guide. Je ne sais pas si c'est très clair aussi, et Raphaël, tu peux m'aider aussi, mais bon, pour Alain et Aurélie qui sont en ligne,
Est-ce que c'est clair, cette partie-là? Parce que je pense que c'est assez important. Est-ce que, je ne sais pas si j'ai été très claire. J'espère que. Euh, En tout cas, pour ma part, oui, j'ai bien compris et c'est super intéressant parce que, bon, comme j'ai dit, j'ai pas encore vraiment revu le guide en détail, mais ça me rassure puisqu'on est vraiment au début, on n'a pas encore choisi les participants, donc je ferai bien attention de regarder tout ça maintenant. Parfait. Moi aussi, de mon côté également, je trouve que ça a été bien dit. Mais je pense aussi je pense qu'on sera fixé quand on va maintenant, disons qu'on va passer à l'action, tu vois. Donc, quand on va vraiment utiliser le toolkit sur des événements plus concrets. Comme tu disais tout à l'heure avec la formation non formelle. Alors, je pense que quand on sera sur le terrain, ce sera encore mieux et on sera plus fixé sur la question. Mais en général, c'était bien dit. Ok, parfait. Ok. Parce que je voulais. Pardon, Raphaël, tu veux dire quelque chose? Excuse-moi. Ah oui, donc je voudrais aussi dire ce qu'il vient de dire. Si j'ai essayé de bien comprendre, donc il faut que à chaque fois qu'on veut former, il ne faut pas toujours dire je veux former. Il faut chaque fois avoir un objectif, dire quels sont mes objectifs. C'est ça ce que j'ai compris et c'est très important pour la question que je vous avais posée. Je ne sais pas si vous avez aussi d'autres choses à ajouter. Peut-être juste rajouter, tu m'as fait penser à autre chose qui, je pense, est important. Et je pense que la partie 2, par exemple pour Aurélie, je pense concrètement, peut-être que commencer par la partie 2 peut être intéressante parce que ça va peut-être te donner une vision plus claire de comment commencer justement l'organisation d'une formation. Parce que c'est pas seulement définir nos objectifs, mais c'est aussi être clair sur les besoins qu'il y a. Parce qu'on a aussi une certaine tendance à se dire ah je vais organiser une formation sur la médiation ou sur la résolution de conflits parce que c'est quelque chose dont tout le monde en parle et il semble que ce soit un peu à la mode. Non, et donc on part d'une base qui en fait n'est pas spécialement réelle parce qu'il se peut que la communauté avec laquelle on veut travailler, en fait, leur problème, c'est pas tellement la résolution de conflits, mais c'est peut-être plus au niveau de compréhension des droits humains, ou c'est plutôt la réconciliation, ou c'est plutôt comprendre qu'en fait, ils propagent ou ou ils appliquent des discriminations à d'autres groupes. Donc, je pense que c'est important, et on en parle dans la partie 2, de faire une analyse des besoins de la communauté, du groupe avec lequel on va travailler. Parce que sinon, en fait, on se dirige vers, OK, je vais organiser une formation sur, je sais pas, la consolidation de la paix. Bon, c'est un peu vague, mais disons sur voilà, je vais reprendre l'exemple du dialogue interreligieux. Mais en fait, c'est pas la préoccupation des jeunes de cette communauté. C'est peut-être la préoccupation des personnes plus âgées dans cette communauté, mais c'est pas la préoccupation des jeunes. Peut-être que les jeunes sont plus intéressés à savoir comment est-ce qu'on peut transformer les discours de la haine qu'il y a dans les réseaux sociaux. Donc, c'est important que vous partiez aussi d'une base d'analyse de quels sont les besoins vraiment du groupe avec lequel je veux travailler et comment va pouvoir opérer ce changement. Parce que si on se fixe des objectifs, mais qui en fait sont pas basés sur les besoins, on va aussi avoir des formations voilà, je veux pas dire qui servent à rien, mais qui vont avoir un impact très limité. Et par exemple aussi faire attention aux sujets très généraux comme la consolidation de la paix ou la transformation de conflits ou le dialogue interreligieux ou la prévention de l'extrémisme violent. Qu'est-ce que je veux réellement derrière ces gros titres? Quels sont vraiment les objectifs spécifiques? Et donc là, vraiment, ça va nous permettre de comprendre beaucoup plus et de choisir le type de séance, le type d'activité qu'on va pouvoir faire. Et ça va devenir vraiment naturel parce qu'on va être très clair sur ce qu'on veut atteindre et sur ce qu'on peut faire aussi. Parce que si on se met des objectifs très généraux, très vagues, ce qui va se passer aussi, c'est que ça va être très difficile de pouvoir montrer qu'on a eu un impact ou qu'on a réussi à obtenir certains résultats parce que avec une formation, on va pas réussir à prévenir l'extrémisme violent ou on va pas réussir à transformer les discriminations.
Mais ça peut être notre objectif général, mais quels sont nos objectifs spécifiques basés sur les besoins du groupe avec lequel on travaille. Donc juste pour vraiment un peu souligner l'importance du travail de préparation et d'être très, très clair. Parce qu'alors la formation va devenir vraiment beaucoup plus facile à choisir les méthodologies, les méthodes, les activités, etc. C'était simplement ce que je voulais rajouter. J'espère que c'était clair. OK. Bon, merci beaucoup. Nous avons parlé beaucoup de choses. Aussi, je pense que Alain et Aurélie auront peut-être des questions ou bien quelque chose à dire. Mais j'ai pris beaucoup de temps en train de poser beaucoup de questions. Mais je voudrais certainement vous poser toute dernière question. Donc, comme tout à l'heure, je le disais, le document est très volumineux. Je voudrais vous poser une question. Si au moins il y a des points principaux à retenir, donc des points qu'on peut transmettre, des points principaux dans ce document. En fait, c'est une question difficile parce qu'il y a beaucoup de points essentiels et je pense que les points essentiels, c'est un peu ce que je viens d'expliquer par rapport à la séquence et comment préparer la formation. Donc, je dirais que ça, c'est vraiment ce que j'ai expliqué tout à l'heure seront les messages principaux et du guide et qu'il faudrait tenir en compte. Donc, peut-être parce que ça fait déjà 1 heure qu'on est là. Je ne sais pas, Raphaël, si tu penses qu'on peut passer la parole directement à Alain et Aurélie pour les questions plus concrètes et comme ça, on peut terminer. Exactement, exactement. Parfait. Ah oui. Donc, je ne sais pas, Alain, Aurélie, si vous avez des questions concrètes. Ça peut être n'importe quoi qui vous vienne à l'esprit. La dernière fois, dans d'autres séminaires, on a parlé aussi de certaines situations, que faire quand on a des participants qui sont coincés ou comme ça. Ou bien, je sais pas, Aurélie, toi qui vas préparer bientôt les formations, si tu as des doutes ou des questions que tu penses que j'ai pas pu répondre encore, ou Alain. Ici, j'ai peut-être une question. Enfin, je ne sais pas si ça rentre vraiment dans le cadre de la discussion d'aujourd'hui, mais je vais quand même me poser. Donc, comme j'ai dit, on va faire des formations plutôt sur la prévention de l'extrémisme violent. Et j'ai fait une première phase de recherche pour un petit peu mieux comprendre ce que ça voulait dire en Roumanie, ce qu'on pouvait sous-entendre de ça, parce qu'évidemment, venant, je suis belge à la base, on n'a pas du tout la même compréhension du problème. Et en fait, je me suis rendu compte que la majorité des gens ici ne voyaient pas ça comme une problématique. Et par contre, si je l'explique d'une manière différente, par exemple sous forme de racisme ou de discrimination, alors là, c'est plus ou moins compris, mais ils considèrent toujours ça comme quelque chose de normal. Par exemple, même au sein des écoles, on va voir que les professeurs vont avoir parfois des propos un peu haineux par rapport à certaines personnes, enfin, de certaines communautés, mais ce n'est pas perçu comme quelque chose de grave. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment très difficile, bon, déjà, c'est difficile un peu à comprendre ça parce que c'est quelque chose qui est venant de Belgique, ce qui ne serait pas du tout accepté. Mmh. Et aussi, deuxièmement, alors c'est comment faire pour que les personnes se rendent compte que c'est pas tenir des propos pareils, même si peut-être qu'on n'a pas l'action qui suit derrière, bah ça entraîne quand même une certaine violence, sans pour autant que ces gens-là soient mis mal à l'aise ou quoi que ce soit. Donc, je ne voudrais pas non plus mettre en lumière ce que je perçois comme moi un problème et que eux se sentent attaqués ou se disent « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait ?» Donc, c'est un peu comment aborder alors la problématique lorsque les personnes ne se rendent même pas compte qu'a priori ça rentre dans ce cadre-là. Je pense que c'est une très bonne question et j'espère que je vais pouvoir te donner quelques idées là-dessus. Mais il y a plusieurs questions que je vois en tout cas. La première question, c'est qu'est-ce que je fais quand
en tant que formateur ou en tant qu'activiste pour la paix, je vois un problème dans la communauté que la communauté elle-même ne voit pas, non? Parce que tout à l'heure, je disais, je parlais beaucoup de la nécessité de faire cette analyse des besoins et de comprendre. Et donc, c'est vrai que parfois, on voit que on pose la question et puis eux ne voient pas le problème, ne voient pas ce besoin. Et ça ne veut pas dire que tu ne puisses pas travailler sur ces sujets-là. Donc ça, c'est très important aussi. Mais c'est vrai qu'il va falloir peut-être avoir une approche beaucoup plus sensible et voir comment tu vas approcher ça avec tes participants. Et ça veut pas dire que tu ne puisses pas travailler là-dessus parce que eux ne le voient pas. Mais je pense que dans ton analyse des besoins ou du contexte, tu vas devoir être tu vas devoir être très sensible par rapport à ça. Et je pense que quand tu fais ton analyse du contexte, il y a différents niveaux. Il y a une partie où tu vas faire ton analyse, où tu vas pouvoir faire les questions ou l'observation avec le groupe avec lequel tu veux travailler et qui peut-être ne se rend pas compte du problème. Mais il est aussi important que tu puisses faire une analyse du contexte avec d'autres acteurs, non, qui sont peut-être pas les acteurs ou les personnes qui vont participer à ta formation, mais ce sont des acteurs qui font partie, disons, de la situation. Donc, tu pourrais, par exemple, aussi avoir, et je suppose que peut-être tu l'as déjà fait ou tu as déjà pensé, mais une idée qui me vient en tête, ça serait intéressant aussi de voir comment d'autres organisations travaillent par rapport à ça. Et qui puissent aussi te donner un peu des conseils et que tu puisses apprendre aussi de leçons apprises. Parce qu'en général, les formations qu'on fait, exception mise à part, on n'est pas les premiers qui essayent de faire ce genre de formation ou on n'est pas les premiers qui veulent aborder une certaine thématique ou un certain sujet. Donc peut-être faire aussi un peu l'analyse d'autres acteurs et voir comment ils ont pu travailler ces sujets-là, comment est-ce qu'ils l'ont abordé, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Ça, c'est un premier élément. Après, des fois, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir quelles sont les thématiques qui pourraient susciter la participation des personnes que tu veux qui viennent à ta formation. Parce que normalement, ce qui se passe aussi, c'est que quand tu essaies d'organiser une formation sur des thématiques que le groupe cible ne voit pas comme un problème, c'est qu'ils vont pas participer. Parce qu'ils se disent, bon, pourquoi est-ce que moi je dois participer à une formation contre, je sais pas, le racisme ou la discrimination si je considère que je suis pas une personne raciste? Donc peut-être que tu vas devoir changer ou devoir utiliser d'autres terminologies, d'autres termes, d'autres notions, d'autres concepts qui vont leur permettre ou qui vont un peu les motiver à participer à ta formation parce que tu peux leur présenter ça comme quelque chose de positif ou quel est l'impact positif qu'il va avoir dans leur communauté, dans leur groupe, dans les écoles, etc. Donc ça, c'est aussi une analyse que tu devrais voir par rapport à quels sont les sujets que peut-être la communauté à Cluj ou en Roumanie, je ne sais pas exactement où est-ce que la formation va se faire, où ils sont plus intéressés, ou que ça va un peu leur ouvrir un peu l'esprit et se dire ah tiens peut-être que ça m'intéresse participer à cette formation. Donc ça c'est aussi quelque chose qui serait intéressant pour toi à voir. Après, je pense que si tu vas directement sur ces questions de discrimination et pourquoi certains actes, certains comportements qu'ils ont en fait ne font que reproduire des cycles de violence, je vais te montrer directement sur la version en anglais la partie qui me semble le plus intéressant que tu puisses revoir. Si tu vas dans la première partie, qui sont les concepts clés. Bon, en fait, je vais aller directement ici parce que c'est déjà ouvert. Mais donc, si tu vas dans la première partie, j'espère que ma connexion sera suffisamment bonne. Tu peux aller dans la partie de transformation pacifique des récits. Et donc là, il y a des activités que tu peux faire très intéressantes et de nouveau, tu vas devoir voir par rapport à tes objectifs, mais où il y a une réflexion de se dire comment est-ce qu'on, en fait, quand on rentre dans un cercle vicieux de stéréotypes, de discrimination, comment est-ce que ça peut arriver ou comment est-ce que c'est déjà, ça forme partie d'un cycle
de violence et comment est-ce qu'on peut changer ça et comment est-ce que je peux être beaucoup plus proactif pour pour pouvoir influencer et pour pouvoir en fait rompre ce cycle-là de violence. Donc j'essaie juste de retrouver, sinon je vais te le passer. Mais il y a des par exemple ici, sur la partie de comment se forment nos perceptions, et nos perspectives, il y a des activités très intéressantes où si tu fais une bonne réflexion avec eux, ils vont pouvoir comprendre à travers l'activité, parce que l'activité, ce qui va aussi nous permettre, l'activité, c'est que ça met un peu de distance, parce que c'est une activité qui est, comme je disais tout à l'heure, divertissante, participative. Mais la réflexion, tu vas pouvoir apporter la réflexion à ce qu'ils comprennent pourquoi est-ce que ce que j'ai fait dans l'activité, c'est en fait ce que je fais dans ma vie quotidienne. Donc, ce que j'ai pu expérimenter dans l'activité que tu as fait, par exemple, là, j'espère que vous pouvez le voir, mais il y a l'activité de la boîte. Donc, en fait, je ne sais pas si vous voyez l'image, mais c'est une boîte qu'on met au milieu, qui est dessinée de ses côtés. Il y a des dessins différents. Et en cercle, on demande aux participants d'écrire ce qu'ils voient de la boîte, sans bouger. Et donc après, on fait une réflexion en fait, cette boîte, ce que tu as écrit, c'est seulement une perspective très particulière. Peut-être que tu n'as vu que le côté gauche de la boîte ou que le côté droit. Et donc, tu fais d'abord une réflexion sur l'activité qui va te permettre de rentrer dans le sujet de la discrimination, des stéréotypes d'une façon très sensible et qui permet cette distance parce qu'en fait, les participants commencent simplement à faire une réflexion sur l'activité et sur la boîte. Donc, c'est facile pour eux parce que ça les met pas dans une situation de se dire « Ah, je suis comme ci ou je suis comme ça ». Mais en fait, tu vas pouvoir après faire une réflexion. Comment est-ce que cette activité de la boîte, en fait, est similaire à ce qu'on fait dans notre quotidien? Où on stéréotype une personne sur base à seulement certains traits de caractère ou certains traits physiques. Et j'évite de voir, disons, une vision complète sur la personne. Et donc, les activités vont aussi te permettre de prendre cette distance et d'avoir une réflexion sur l'activité et après de passer à une réflexion plus profonde ou plus sur leur quotidien. Donc ça, c'est aussi les méthodologies qui vont te permettre de faire ça et que peu à peu, ces participants commencent à se dire, tiens, en fait, ce que j'ai fait avec la boîte, c'est ce que je fais avec mon voisin qui est d'une autre religion ou qui est d'une autre nationalité. Aussi, ce qui est très important dans les formations, c'est que, et ça on le dit aussi dans le guide, c'est que tu aies toujours au moins 1 ou 2 séances pour construire la confiance dans le groupe, pour construire comment le groupe te perçoit en tant que formatrice, si c'est toi qui va faciliter la formation, et qui permettent vraiment qu'ils se sentent en confiance pour remettre en question certains de leurs comportements, certaines de leurs attitudes, etc. Donc, c'est très important que tu aies des sessions au début de ta formation qui permettent de se sentir en groupe, qui permettent de créer la confiance dans le groupe et en la formatrice ou le formateur. Et aussi, on explique dans la partie 2 du guide que tu choisisses une bonne séquence dans les sessions. Donc, il ne faut pas que tu commences directement avec une session où ils vont être remis en question sur des valeurs plus profondes. Il faut que tu commences par des sessions qui sont peut-être plus au niveau théorique ou bien qui remettent moins en question leurs valeurs personnelles ou leur comportement quotidien, mais que peu à peu, tu puisses profondir dans des sujets plus sensibles. Parce que si tu commences directement dans des sujets très sensibles pour eux, ce qui peut se passer très facilement, c'est qu'ils veulent plus participer parce qu'ils se disent mais pourquoi est-ce que tu es venu changer qui tu penses que tu es pour me dire ce que je dois faire ou ce que je dois pas faire, et donc ça va complètement boycotter ta formation. Donc très important aussi comment tu vas choisir la séquence de tes sessions et de pouvoir aller de moins sensible à plus sensible pour que eux puissent prendre de plus en plus la confiance dans le groupe, dans les formateurs et puissent s'ouvrir beaucoup plus et puissent se remettre en question sur ce qu'ils font, sur leur comportement, etc. Donc, en bref, quelques idées qui me viennent à l'esprit. Et je vois déjà qu'on a 15 minutes en plus, donc je ne sais pas si on a le temps pour beaucoup plus de questions, mais j'espère, Aurélie, que je t'ai donné quelques idées par rapport à ça. Oui, c'est super, merci beaucoup.
Donc, je vais laisser Raphaël. Je sais pas, Raphaël, qu'est-ce que tu penses si on devrait peut-être clôturer déjà ici parce que ça fait déjà 15 minutes en plus, à moins que Alain ait une question, je sais pas. Mais je pense qu'Alain Ah a des oui, problèmes de donc, connexion. En fait, il vient de m'écrire, excuse-moi, donc je pense pas qu'il pourra nous poser une question. Mais il dit qu'il n'a pas de question. bon, ah oui, il n'est pas en ligne. Bon, je pense que donc le binaire est beaucoup fluidé, c'est très important. Donc, merci beaucoup de répondre à beaucoup de questions. Aussi, ce que je voulais ajouter, comme vous l'avez mentionné, vous avez dit que d'ici peu de jours, le guide sera disponible en français. Je pense que ça sera aussi disponible en arabe ainsi qu'en espagnol. Exactement, exactement. Donc, on va aussi partager avec vous quand ça sera disponible en français et aussi l'enregistrement de ce séminaire en ligne, comme ça, vous pouvez y avoir accès. Et si vous avez des questions, je vais laisser mon email et aussi l'email de Mridoul, qui est le coordinateur au niveau de tout ce qui est formation. Donc, il peut aussi répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre éclaircissement sur ce guide. Et aussi, je voudrais encore remercier Aurélie pour sa participation, pour son temps. Donc, je dis au revoir. On se retrouve à ligne. Merci Raphaël, merci Aurélie. Et passe le bonjour à tout le monde à Patrir. Je connais pas mal de gens là-bas. Kai, je ne sais pas avec qui tu travailles pour l'instant, mais bonjour pour eux. Oui, ça va, je remettrai ton bonjour. Beaucoup sont partis, mais on est une nouvelle équipe, mais Kai est toujours là. Ok, parfait. Et Alain, bien sûr, et à Adécop, à toute l'organisation. Merci Raphaël. Merci beaucoup à Alain, bien sûr. Au revoir. Merci, au revoir. Ok, bye bye.